Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un épisode consacré à un métier méconnu et peu connu en fait dans le monde de l'immobilier parce que je pense qu'il est peut-être un peu secret, mais mon invité du jour va me l'expliquer, il va nous expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, je reçois Eric Weiss. Eric, bonjour. Bonjour. Je pense avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va parler beaucoup marchand de biens, hein, puisque c'est ta profession. Mais avant de commencer, ce que j'aime bien que les personnes se présentent. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton background, d'où tu viens et voilà quoi. Qui est Eric? Voilà. Oula, eh ben non, je naquis en l'âge. Non, bref. Non, non, j'ai grandi dans un petit bled du Lot-et-Garonne. J'ai pas mal bougé. Je fais mes études à Bordeaux, où je suis devenu agrégé d'économie et de gestion, donc prof. Je suis reparti à l'étranger. Je suis revenu et je me suis installé dans une petite ville avec un très beau lac qui s'appelle Annecy, en Haute-Savoie. Ouais, que beaucoup apprécient. euh, voilà, qui est plutôt agréable à vivre, Mm, où il y a des choses marchand bien à faire, mais comme partout en France, on va en reparler. mm. Et puis en parallèle de mon job de prof, on a commencé à faire de l'investissement locatif parce que c'était sympa, parce que comme on était plusieurs maîtres de conférences et ou agrégés à avoir un salaire récurrent, alors les banques nous prêtaient de l'argent. Donc on a acheté un premier appart, un deuxième, un dixième, un vingtième, un trentième. Ça avait l'air de fonctionner. Un Et puis à un moment trentième. donné, Un oh oui, trentième. oh, même bien plus que ça même. Sur un salaire? Oui, On en reparlera alors. on en reparlera. Mais alors il y avait moins de contraintes, hein. Cela dit, Oui, c'est à sûr, l'époque, c'est quand sûr. on raisonnait en reste à vivre, on raisonnait pas donc Ouais. quand les cash flows étaient positifs, ça fonctionnait. Enfin, bon, bref, Oui, oui, voilà. Et oui. on parle d'un Différentiel, tout temps, ça. Mm. ouais. Et puis à un moment donné, comme tout le monde nous disait, ben, comment on fait pour faire ça, et qu'on savait pas bien l'expliquer, on a fait des conférences pour expliquer comment on pouvait faire ça. Ça a mordu, mais sans plus. Les gens osaient pas trop quand même aller jusqu'au bout de la démarche. C'est compliqué quand même parce voilà, il faut mettre à la loc. Enfin, tu connais tout parfaitement ça. Ouais. Voilà. Donc si c'était ça, aussi simple que ça y paraît, ça se saurait. Donc Mm. on s'est dit, ben, on va acheter des immeubles, on va les découper, on va les revendre, on va les équiper en loueur meublé non professionnel, et puis on va les revendre avec un package d'accompagnement ou carrément même leur déclaration fiscale en loueur meublé non professionnel est incluse. Et donc, un péage d'autoroute m'était venu à l'esprit l'idée de investissement, rentabilité, immobilier accompagnement. Donc, c'est devenu derrière déclarateur de patrimoine. Mais en fait, le moteur à l'intérieur de ça était déjà marchand de biens. Et à l'époque, je savais même pas ce que c'était que marchand de biens. Donc, l'avocat nous a dit, mais non, mais ça, vous pouvez pas le faire Ouais. avec les SCI. Ça marche pas. J'ai dit, ah bon? Et Alors, donc, ouais, découvert ça tu vas comme un peu ça. vite. Ouais, tu vas un peu vite. Je pense qu'on va reprendre un peu parce que tu vas très très vite. Je pense que tout le monde ne comprend pas tout. Et en fait, déjà, en fait, à la base, tu investissais à titre perso. Donc, tu faisais de Ouais. l'investissement locatif à titre perso. Très clairement, Euh, on a démarré par ça. Et je pense que le point commun quasiment de presque tous les marchands de biens, c'est d'avoir démarré par un investissement locatif ouais, classique. ouais, ouais. Et en plus, oui, ok. Et donc ensuite, tu t'es dit, bon, quoi, tu pouvais plus emprunter. Tu t'es dit, bon, il y a peut-être plus d'argent à faire en faisant une activité d'achat-revente. Comment ça a commencé? Alors, ça va peut-être paraître bizarre ce que je vais dire là, mais je pense que c'était un vrai cri du cœur. Je trouve que la classe moyenne a du mal à capitaliser, je le pense toujours. Je pense que, voilà, alors là, sans faire de politique de comptoir, on est quand même, on parle beaucoup des retraites en ce moment, c'est un sujet. Mm. Quand on voit le salaire, y compris d'un prof de fac, hein, je te garantis, avant de capitaliser, d'avoir un patrimoine conséquent quand on arrive à la cinquantaine, il faut se lever de bonne heure. Toi, tu as commencé Donc, prof, hein, c'est ça? Tu étais prof. ouais, 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 prof, ouais. Mais même prof de fac, ça paraît, on se dirait, ils doivent bien gagner leur vie. Non, je veux dire, les salaires sont des salaires très moyens Mm. et qui permettent en aucun cas de capitaliser. Donc, en fait, l'investissement locatif avec des effets de levier et des cash flows neutralisés, voire positifs, était, en tout cas, m'apparaissait à moi comme étant un des seuls moyens que je voyais évident et facile pour pouvoir Mm. développer un patrimoine et qui ensuite me permettrait de faire autre chose. Euh, Marchand de biens, là-dedans, quand je dis que c'était un cri du cœur, c'était de dire on va aider les autres à le faire. Le problème, c'est que pour aider les autres à le faire, il y a deux voies. Il y a la voie de la formation, Mhm. expliquer comment on peut le faire.
Mais il reste toute la complexité malgré tout derrière pour aller véritablement profiler le produit final, celui qui va permettre l'effet de levier, ou alors le faire à la place des autres et leur revendre le produit fini. Oui. Mais pour ça, juridiquement, il faut être marchand de biens. Parce que là, il y a clairement une récurrence et clairement une intention spéculative qui sont les deux fondamentaux de l'activité même. C'est-à-dire que si vous vous amusez à faire ça, du faux marchand de biens, avec une SCI par exemple, vous serez requalifié, puis là, sans entrer dans les détails, c'est la catastrophe fiscale assurée. Donc on a été obligé pour développer ce concept-là, effectivement, d'avoir un moteur qui était un moteur marchand de biens, un moteur économique et technique, qui était un moteur marchand de biens. Donc voilà, donc on a développé ça en 2008. Et comment ça marche 2009, alors? Et comment ça marche alors? Alors, comment ça marche? Quelles sont les particularités, les règles à respecter? En fait, quelles sont les spécificités finalement de marchand de biens? Parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas. C'est pas juste j'achète et je revends et je fais ma plus-value et tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. ouais. Et voilà. Donc, je pense que de l'expliquer, en tout cas, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Toute la différence, je vais reprendre cet exemple-là parce que même si depuis on s'est diversifié et Oui. on en parlera après, mais on a des dizaines de voies d'être marchand de biens qui existent et qu'on a emprunté. Mais au départ, en tout cas, comme on était plutôt sur des immeubles avec du rapport locatif, concrètement, on était là-dessus. La différence majeure, c'est que celui qui achète un immeuble de rapport aujourd'hui, qui l'exploite en locatif, va capitaliser, bon, voilà, avec tous les aléas qu'on connaît, les problèmes, pas de problème. Mais c'est une façon de faire. Si on l'achète pour le revendre, déjà, il y a une intention de plus-value au moment de l'achat. La loi est très claire, elle interdit ce type d'acte. C'est tout simplement interdit. On ne peut pas acheter avec l'intention de faire une plus-value et revendre derrière. Le deuxième paramètre, c'est le faire plusieurs fois. C'est une récurrence. Là, ça devient une activité professionnelle. Si on a une activité professionnelle, ça veut dire qu'on ne peut en aucun cas le faire à titre personnel, on ne peut pas le faire dans le cadre de nos SCI qui sont des sociétés civiles, on ne peut le faire que dans des sociétés dites commerciales. Donc, basiquement, une SARL ou une SAS, ça va très bien. Voilà, pas de problème. Je ne rentre pas dans les détails si on va se noyer, mais voilà, une activité commerciale avec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des impôts liés à l'exploitation d'une société commerciale. Ouais. Ça veut dire aussi les garanties, les assurances et les responsabilités liées à une activité professionnelle. Et ça change tout. Parce que le jour où il y a un pépin en tant que particulier, on peut toujours dire ah non mais attendez, ça je savais pas qu'il y a de l'amiante dans les faux plafonds, ou je savais pas que tel pan de toit était à deux doigts de s'effondrer. En tant que marchand de biens, et si on est requalifié marchand de biens, ça fait partie des drames des gens qui jouent aux apprentis sorciers là-dessus, c'est qu'en fait, soit on est assuré pour ce type d'activité, au sens des responsabilités civiles, techniques, commerciales de la société, soit on n'est pas assuré et on joue un jeu qui est potentiellement dangereux. Voilà, donc tant au niveau fiscal, juridique de base qu'au niveau des assurances, on est obligé de devenir un professionnel au sens fort du terme. Et ça change quand même beaucoup de choses. Oui, j'ai vu, donc tu as dit la fiscalité, donc fiscalité entreprise. Je crois que tu as aussi la TVA à prendre en compte. Ouais. Et ensuite, c'est une société, quoi. Hein, c'est des plus-values de société quand tu achètes, quand tu vends ou quand tu exploites, etc. Ok. Donc on revient vraiment dans un schéma tout à fait classique de société. Alors modulo quand même, et c'est là où le droit français est parfois un peu complexe à comprendre, c'est qu'on est quand même entre deux. C'est-à-dire que la plupart du temps, on peut réaliser nos opérations marchandes de biens sur des immeubles qui sont déjà construits depuis plus de 5 ans, donc on est dans l'ancien. Et si, pour faire simple, il n'y a pas de rénovation très très lourde des porteurs de l'immeuble et ou de tous les corps d'État où on viendrait tout refaire, absolument tout, y compris le chauffage, et on peut oublier le chauffage par exemple, c'est une petite technique pour dire bah non, j'ai pas fini. Bon, après c'est toujours devant un tribunal, c'est toujours à discuter, hein. Mais bon, c'était partie des choses en tout cas qu'on peut ne pas faire. En tout cas, il y a un certain nombre de choses qu'on peut ne pas faire dans l'immeuble pour rester dans une zone un peu entre deux, où la loi nous autorise à ne pas avoir ni de TVA collectée, ni de TVA déductible. Évidemment, hein, il ne s'agit pas de dire je déduis la TVA d'un côté, puis je la collecte pas de l'autre. Ouais, bien sûr. Donc on est un peu comme un particulier finalement, dans le sens de la TVA,
finalement, on va pouvoir réaliser nos opérations dans un système dans lequel il n'y a pas de TVA, ni à l'entrée, Ok. ni à la sortie. Voilà. Ok. Donc en fait, si on simplifie, la société achète un bien, elle peut y faire des travaux ou pas, voilà. Et ensuite, elle le revend, elle est taxée à l'impôt société, j'imagine, Voilà. et sur la plus-value. Voilà. C'est pas donc on est plus dans le monde du particulier, on est dans le monde de l'impôt société, prélèvements Oui, sociaux aussi, j'imagine. Enfin voilà, absolument. tout ce qu'on doit payer aujourd'hui sur n'importe quel revenu aujourd'hui, que ce soit du capital ou même du travail. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le monde de la société tout à fait normal. Euh, Donc si un et particulier aujourd'hui s'amusait à faire ça, il peut le faire, mais on va dire de façon limitée. Par exemple, s'il fait une opération ou pas. Comment ça? alors, est-ce que oui, c'est une question qu'on nous pose souvent, Hmm, hmm. notamment dans les nouveaux membres un peu débutants de la Fédération des Ouais, marchands de ouais, biens. ouais, Je j'imagine. l'ai fait 2 ou 3 fois. Bon, Hmm, est-ce que véritablement 2 ou 3 fois, s'il n'y avait pas de vraie grosse intention spéculative, il a acheté sa maison, il a fait de beaux travaux hmm. dedans, il a une raison de Il a vie vécu dedans. très Il a vécu dedans un peu, peut-être. voilà, il a vécu dedans un peu, etc. Même s'il l'a fait 2 ou 3 fois sur les 5 dernières années, et si en plus il vient de divorcer, enfin je caricature, mais Hmm, hmm, euh, franchement, l'administration va pas venir embêter quelqu'un hmm, qui délibérément, enfin, on voit bien que c'est pas quelque chose C'est pas voilà, l'activité. il n'a pas fait une activité professionnelle. Maintenant, Hmm, s'il l'a fait 4, 5, 6 fois sans avoir habité dedans, s'il a acheté un immeuble de rapport, il a revendu la moitié de l'immeuble de rapport sous forme de lot avec plus-value, et les autres, il les hmm, a gardés pour les exploiter, et notamment les plus rentables, il est évident que si jamais il y a un contrôle, ce sera très difficile pour lui d'expliquer qu'il n'y avait pas d'intention spéculative et de récurrence. Donc il sera requalifié, et là c'est assez lourd de conséquences, pour pas dire très lourd de conséquences. Ok, donc l'actif de marchand de biens, tu achètes des biens, euh, je pense qu'il peut arriver que, ouais, ce que tu disais, il y a plusieurs formes de marchand de biens, parce qu'en fait, un marchand de biens peut très bien acheter un bien et le vendre directement sans rien y faire, ni même le mettre en location, mais il peut sinon monter des projets pour valoriser, le louer en meublé et puis après le revendre. Enfin voilà, il y a toutes sortes de variantes ensuite sur la façon de monter le projet quelque part. Absolument. Rien n'est interdit en soi, hein, c'est une Mm, activité de commerçant, quelque part. mm, Euh, donc on crée du logement. Comme tu le disais, on peut très très bien se dire, allez, on va le louer un an en LMNP, le temps d'amortir un peu, de voir si le marché repart, mm. et le vendre après. On reste dans un cadre marchand, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut pas faire, effectivement, c'est le garder 5 ans, par exemple, et dire je le revends, sans avoir à payer les frais de notaire classiques d'un particulier, Oui, parce que parce sinon, que t'as pas de frais de notaire dans le cas voilà, où tu fais ton il y a actif de très marchand de peu de biens. frais de notaire, Enfin, de mutation, on droit a de mutation. Mm, voilà, les droits de mutation sont extrêmement faibles, mm. proches de zéro en réalité. Il y a pratiquement que les émoluments dus au notaire de Du manière notaire. tout à fait classique, mais c'est tout. Donc c'est effectivement beaucoup plus léger en termes de frais de notaire, justement pour faciliter la rénovation d'immeubles et autres. Et la loi est quand même bien faite, elle est pensée pour booster Mm, une activité qui fournit du logement, qui fournit des mm. divisions parcellaires, qui fournit du foncier à construire, etc. Au marché. Oui. Donc c'est quand même, il y a quand même plutôt le vent dans le dos que le vent contre nous. Malgré ce qui est parfois dit, non, je trouve et pour avoir quand même beaucoup audité à l'étranger aussi, l'activité de marchand en France, c'est une activité qui est correctement encadrée et qui est assez simple et claire dans la démarche, quoi. Elle Et tu fonctionne. dirais quoi de l'utilité? Parce que on en avait parlé une fois, on avait parlé de ça. L'utilité finalement du marchand de biens aujourd'hui en France, quel rôle il joue euh, par rapport aux promoteurs, par rapport aux investisseurs, par rapport à ceux qui construisent, par rapport à des investisseurs classiques? Où il se positionne en fait en termes de Ouais, c'est un finalement? élément extrêmement important de tout le reste de l'écosystème. Euh, Basiquement, plusieurs catégories de marchands de biens, plusieurs types d'activités, et là, je pense que tout le monde va comprendre. On va dire le marchand de biens qui va aller prendre une maison, prendre le foncier parce qu'il est un peu grand à côté, le diviser et le transformer en terrain à construire. Là, il y aura une TVA quand même sur marge Hmm, ou TVA hmm, intégrale, bon bref, hmm, selon la typologie de PA ou de DP qu'on a en face. Mais l'idée, c'est je prends la maison, moi je fais une marge parce que je reste un commerçant,
et je revends les terrains. Ça veut dire que quelque part des terrains qui étaient non constructibles le deviennent dans des endroits où il y a besoin de densifier et besoin de logement, Mhm. notamment pour nos jeunes générations qui arrivent et qui ont quand même du mal aujourd'hui à trouver du foncier. Mhm. On va pas se mentir, il y a une pénurie de foncier Mhm. assez criante en France. Et puis surtout, quand on se rapproche des villes, pour des raisons écologiques évidentes là aussi, on va pas aller construire dans des endroits où il faudra 1 heure de route en voiture, voilà, et rejeter je sais pas combien de CO2 dans l'atmosphère. Donc on se ressent des squats. Donc ce qui régit un petit peu tout ça va aller recentrer dans les villes. Et pour ça, il y a aujourd'hui des maisons qui ont des très grands fonciers qui servent à rien à part passer la tondeuse, si je caricature. Et Mhm. donc il faut reproduire ça. Donc là, on va reproduire du foncier. Pour les immeubles de rapport, c'est pareil, on va les prendre, les découper, les vendre à des investisseurs qui eux-mêmes vont se retrouver avec des produits très souvent qui sont rénovés par rapport à des situations, et là aussi on va pas se mentir, souvent nous on rachète dans des situations Oui, on va en parler. compliquées. On va en parler, ouais. On Ouais. va en parler, c'est pas voilà, hein, c'est une Mhm. situation compliquée. Donc on prend des situations compliquées et à partir de ces situations compliquées, on va créer du logement. Et alors là, on parle plutôt de logement de centre-ville, avec une redynamisation qui va avec, y compris parfois des commerces qui sont au rez-de-chaussée classiquement. En fait, le marchand de biens, moi j'aime bien dire ça comme ça, mais en plus, en fait, ça s'applique à n'importe quelle, comment dire, n'importe quelle valeur ajoutée qu'on veut créer, c'est que le marchand de biens résout des problèmes. Et il y en a beaucoup, des problèmes aujourd'hui dans l'immobilier, et beaucoup de problèmes dont personne n'a envie d'avoir à traiter. Des fois, des énormes problèmes. J'imagine que tu as des cas de péril ou des cas où il faut tout détruire. Ou, enfin, voilà, ça peut aller assez loin. Ou des problèmes avec des locataires. Enfin bon, après, il y a des tas de cas de figure. Mais c'est ça finalement. Alors, oui, on en vient à la valeur ajoutée aussi du marchand dans Bah, de la marge, l'écosystème. finalement, elle est là, la marge du La marchand de biens. marge, si je prends des exemples, y compris personnels, d'opérations que j'ai eu le plaisir de piloter directement, ça va d'immeubles squattés en centre-ville au bord de l'effondrement quand même, hein, avec des planchers qui Hmm. commencent à craindre sérieusement. Donc on est dans une forme de péril à la fois sanitaire, social, parce que Hmm. le quartier est dégradé, etc. Ça à vendre, c'est quand même pas évident, hein. Les agents qui nous verront savent bien de quoi je parle, hein. Un agent qui hérite d'un mandat comme ça, Hmm. passer une annonce sur le bon coin pour le vendre, c'est quand même Hmm. faut y aller quoi. Et bon bah nous, on va prendre tout, voilà. Et dans le tout, il y aura des choses qui vont être très rentables très rapidement parce que ben voilà, ceux-là sont libérés, etc. Et on va pouvoir les rénover assez rapidement et les revendre, Hmm. pas de problème. Et les squatter, ben, il va falloir peut-être des fois 6 mois, un an et demi, de procédures, de discussions aussi, parce que c'est beaucoup d'humains, énormément Oui, d'humains. On parle beaucoup des j'allais venir. procédures, Hmm. mais c'est d'humains. Avant la procédure, c'est d'humain. Et quelque part, tu me passeras l'expression, je l'aime bien, on va dépatatiser une situation de toutes les patates qu'il y a partout, Hmm. pour Hmm. pouvoir créer une situation dans laquelle l'immeuble va pouvoir être rénové conformément aux règles de l'art. Mais Et moi, donc ça, c'est un exemple. oui, pardon, vas-y, vas-y. Autre exemple, tant que j'y suis, dernièrement, j'ai racheté une maison qui avait servi d'élevage clandestin pour des chiens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben il y a des chiens, un élevage clandestin comme ça, c'est des chiens qui sont morts pour certains, qui sont Hmm. laissés à même le sol. Ça vous donne une idée de l'état de la maison, des odeurs qui peuvent planer dans le quartier et de la situation avec le foncier qui lui-même est en friche. Voilà. Hmm. Et donc quand on rachète ça, ben, un particulier va rarement s'aventurer à ça, hein, parce que pour donner un ordre d'idée, c'est entre 15 et 25 000 euros par des sociétés spécialisées professionnelles pour aller assainir ne serait-ce que le corps de l'immeuble, hein, parce Hmm. qu'il est contaminé et que vous pouvez même pas aller le visiter. Eh ben voilà, ça c'est un peu extrême, mais vous rentrez Hmm. là-dedans. Enfin non, moi je rentre pas là-dedans, je reste à la porte et je m'évanouis. Et là, je mandate Hmm. des gens dont c'est le métier et eux vont faire le boulot. Hmm. Et aujourd'hui, ben, au moment où on parle, cette maison est une très belle villa avec 2 terrains juste adjacents sur lesquels il y a déjà une petite maison qui pousse. Et puis très prochainement, il y aura une petite maison bourgeoise à côté. Et le quartier sera tout à fait sympathique, mais ça aura pris 3 ans. Oui, mais Voilà. pourquoi j'aime bien le métier de marchand de biens parce qu'en fait c'est ce que devrait faire n'importe quel finalement investisseur en immobilier, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on est dans le monde de l'extrême inverse. Tu disais très bien, le marchand de biens est un commerçant, et au final, qu'est-ce que c'est un bon investissement immobilier? C'est déjà bien acheté. Donc déjà, il faut Ouais. être un peu commerciant, négocier, et commercer et comprendre
les logiques. Alors toi, tu parles de cas un peu extrêmes, mais à tous les niveaux en fait, hein, dès qu'il y a un petit problème, dès qu'il y a quelque chose à faire, dès qu'il y a une situation à résoudre, etc. Donc c'est pour ça que ton expérience est intéressante même pour celui qui veut faire de l'investissement immobilier débutant, Euh, parce qu'il y a des mécaniques, il y a des réflexes et des mécaniques que tu as en tant que marchand de biens qui permet d'augmenter le rendement de l'opération, la marge, etc. et qui finalement apporte à tout le monde. Et toi, tu disais, ma première question, après on va rentrer dans le détail de plein de choses, mais ma première question c'était comment tu les trouves ces ruines, moi je dis ces ruines, mais c'est bien avec des problèmes. C'est-à-dire, les agents immobiliers, c'est des réseaux, j'imagine, les agents immobiliers te connaissent ou connaissent des réseaux de marchands de biens, ils se disent bon bah ça, de toute façon j'y arriverai pas, je vais appeler un tel ou un tel. Comment ça marche? Alors, c'est aussi pour ça qu'on a une association de marchands de biens, hein. Oui. La Fédération des marchands de biens, c'est un peu ça, c'est Oui. qu'on croise tous les réseaux partout en France, etc. Et effectivement, contrairement à ce que pense le commun du mortel, c'est que ce sont les agents immobiliers en premier lieu qui nous ramènent des affaires. On parle Hmm. beaucoup de ventes aux enchères, de choses Oui, diverses j'allais et te le variées. demander, mais bon. Il y a beaucoup Ça de monde, c'est déjà existe, trop concurrentiel, les ventes aux ouais, enchères. Non. ça existe, mais c'est Ouais. vraiment compliqué. Aujourd'hui, les ventes aux enchères, il y a quand même Hmm. tellement de monde, et notamment des Hmm. gens qui ont peut-être pas totalement conscience d'un marché et qui vont aller s'aventurer à acheter des Faire choses augmenter les prix. Ouais. Hmm. qui n'ont pas forcément un sens économique très Hmm. très clair. Donc nous, finalement, on va travailler le réseau et travailler des partenariats avec les agents. Euh, et un agent qui travaille bien avec un marchand de biens, pourquoi il vient finalement travailler avec un marchand de biens? Il vient tout simplement parce qu'il sait bien que cette situation, cet immeuble dans ce contexte-là, auprès d'un Hmm. particulier, même d'un investisseur averti, va être Hmm. très compliqué à donner. Hmm. Voilà, et je sais que tu connais parfaitement le monde de l'investissement, et donc quand on connaît le monde de l'investissement, on a quand même souvent aussi des gens qui vont pas aller jusqu'à ce niveau de risque-là, Hmm. ce qui est Il y en normal a et ce peu. qui est très Il y sain, en hein. a très peu. Moi, mais, Ouais. y compris les amis proches, je Hmm. leur déconseille très fortement. Des fois, je leur revends. Pour une petite anecdote, je viens de revendre voilà, à quelqu'un de très proche un des lots d'une de nos opérations. Donc, y a aucun problème à revendre ce lot-là. Mais une fois que la situation est assainie, parce que porter le risque de la Oui, parce situation qu'il quand y a un c'est pas risque qui est énorme, il faut mutualisé, le rappeler. Ouais, il faut rappeler qu'il y a ouais, d'énormes risques. J'imagine en plus que c'est tu as eu des cas, toi, dans ta carrière, des cas où ça s'est mal passé, j'imagine aussi. oui, voire très très mal passé. Et alors, l'immense avantage de marchand de biens, c'est qu'effectivement, par rapport à un investisseur, que je reste aussi fondamentalement viscéralement un investisseur immobilier, hein, Hmm. c'est clair. Hmm. Ouais, ça, une fois qu'on y a goûté, on n'arrive plus très bien à s'en détacher. Mais Hmm. euh, l'avantage de marchand, c'est que ça va évidemment beaucoup plus vite. Basiquement, on est sur du 20-25% de marge à peu près, hein. Donc, si l'immeuble est à 1 million, basiquement, on va sortir 200 ou 250 000 euros. Hmm. Effectivement, en investissement, ça va être beaucoup plus long pour obtenir ce type de Ouais, on va en résultat. parler, ça. Ouais. Mais néanmoins, le risque qui va en face est absolument incomparable. Hmm. Exemple de cette semaine, on vient d'apprendre qu'un des affaires sur lesquelles on est en train de se positionner, toute la bande qui est derrière est assujettie à un risque d'éboulement. Risque d'éboulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une roche en face et qu'il peut y avoir des rochers qui tombent. Bon, dit vite comme ça, on se dit c'est pas grave, les lots ils vont être Ouais. super rentables pour les investisseurs, etc., etc. On fait Hmm. faire une étude. L'étude elle dit quoi? Elle dit il n'y a pas de problème. Modulo quand même que c'est écrit noir sur blanc sur les terrains qu'on détacherait à construire que ce qu'il y a derrière, eh ben en fait il faut pas qu'il y ait de fenêtres. Ça fait un peu peur quand même. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, vous pouvez construire, Hmm. mais mettez pas de fenêtre. Ça pose question. En tout cas, c'est dur à vendre. Tout ça pour dire quoi? Que l'investisseur qui aura acheté cet immeuble-là, il se dit, je fais un super coup. Mais en fait, tant qu'il ne peut pas construire les remparts derrière, tant qu'il ne peut pas aller déverrouiller ça, il va se retrouver dans un degré de complexité où il va devenir à moitié barjot. Et il ne pourra Hmm. pas juste dire je découpe et puis je balance le morceau. Parce qu'il faut prendre Hmm. tout le projet dans l'ensemble. Hmm. Et ça, Hmm. là, c'est compliqué. Par contre, je pense qu'on va le prendre, je pense qu'on va le sortir, je pense qu'on fera une très belle marche. Et je Hmm. pense que Hmm. les investisseurs qui achèteront notre projet seront ravis, au Hmm. final. Hmm. 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 Mais ce sera au final, pas Non tout de mais ouais. suite. Non mais c'est hyper intéressant. Et du coup, alors du coup, tu disais euh, comment on y vient un peu à cette question du financement. Euh,
comment ça marche? Parce que j'ai entendu dire des choses, on avait fait une conférence il y a un moment sur la complexité du financement et le coût du financement pour un marché humain qui n'a rien à voir pour les gens qui nous écoutent avec un prêt immobilier classique, hein, pour particulier. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche et quels sont les différents modes de financement, que ce soit la banque ou d'autres moyens de financement, parce que je sais qu'il y a d'autres moyens de financement, et combien et quel est le risque en fait, parce que il y a ça aussi. Oui. Alors, bon, basiquement, hein, pour simplifier, il y a trois grands modes de financement. Il y a un mode de financement bancaire classique. Alors, classique, marchand de biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la peine d'aller discuter avec le directeur ni du Crédit Agricole, ni du Crédit Mutuel, ni de qui que ce soit en local. Quand vous êtes investisseur immobilier, c'est pas la peine. Vous perdez votre temps à aller essayer de discuter avec les gens qui ont des délégations sur les particuliers ou les SCI, ou même les Mhm. professionnels. Ce ne sont pas Mhm. ces personnes-là dans les banques qui sont habilitées à traiter les affaires de marchands de biens. Mhm. Donc, les gens qui sont habilités à traiter les affaires marchands de biens sont des gens qui sont plutôt habitués à travailler avec les promoteurs immobiliers. Au départ, leur métier premier, c'est promoteur immobilier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même quelques difficultés, c'est que nous, on se pointe avec des dossiers à 200, 300, 500 000, 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros. Voilà, à peu près les fourchettes. Mhm. Un promoteur, très rapidement, on parle de dossiers à 10 millions, 20 millions, à 30 millions. Et donc, Mhm. en fait, paradoxalement, souvent, le particulier qui a l'habitude de faire de l'investissement, il est toujours un peu frileux, il se dit, oulala, ça fait un gros montant. Et donc, il a presque honte d'aller présenter le dossier. Mais il faut bien Mhm. comprendre que le banquier que vous avez en face de vous, lui, il raisonne à l'inverse. C'est-à-dire que lui, il se dit, dossier à 300 000 euros, je, c'est tellement petit que je ne vais pas le présenter en comité parce que c'est trop petit. Voilà. Mhm. Basiquement, nous, on n'est jamais sur des crédits amortissables. Alors là, peut-être que ce sera un peu du jargon technique pour ceux qui sont moins habitués, mais on n'amortit pas nos Oui, crédits. donc t'es pas sur un crédit où tu payes la mensualité au global, c'est-à-dire le capital plus les intérêts tous les mois, avec Non, un taux défini. voilà, clairement, ce sont des crédits donc par nature in fine qui vont se payer Mhm. à la fin. Et c'est pas comme le in fine de l'investisseur classique qui lui va peut-être Mhm. être à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans. C'est du in fine à 24 mois, basiquement. C'est-à-dire que Mhm. c'est juste le temps de faire l'opération. Donc c'est en quelque sorte presque une ligne de crédit. C'est pas juridiquement une vraie ligne de crédit, hein, mais Mhm. c'est un crédit, mais qui est in fine à 24 mois, juste le temps de faire l'opération. Donc on débloque les fonds, tout ce qui est vendu va aller rembourser la banque dans un premier temps, Mhm. et ensuite, ben, on va récupérer le cash à la fin des opérations. C'est aussi pour ça que Mhm. sans aucun matelas de sécurité financier, c'est quand même pas évident de se lancer Mhm. sur Le le stock. marchand de biens avec les banques traditionnelles. Basiquement, elles demandent des marges à peu près de l'ordre de 20%. Voilà. Mhm. Ça peut être 15 si c'est des accélérateurs rapides et qu'il n'y a pas de complexité juridique, administrative, urbanisme et autres. Mais en dessous, elles ne prendront pas. Et puis, basiquement, là aussi, on est sur des apports en compte courant d'associés éventuels donc, ou en capitaux propres de société, Mhm. vraiment du cash qu'il faut sortir, de Mhm. l'ordre de 15 vraiment pour les très expérimentés, 20, 25, voire jusqu'à 30% aujourd'hui pour des gens qui Mhm. seraient un petit peu plus néo-marchands. Donc Et ça, c'est pour la banque. Ça, c'est pour la rappel banque. pour les gens, juste avant que tu passes à la deuxième méthode de financement, pour rappel pour les gens, le in fine, en fait, tu ne payes que les intérêts Oui, pendant les 24 mois, tous les mois. Et oui, à la fin, tu rembourses tout d'un coup, parce que le là, coup. pour le coup, ça colle avec ton activité, puisqu'évidemment, tu auras vendu, dans le meilleur des cas, la plupart des lots ou des biens immobiliers Voilà. de l'opération, quoi. Donc effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pour un débutant qui serait mal accompagné, ou c'est pour ça que de plus en plus, y compris des membres de la fédération un peu plus expérimentés avec des historiques, on va dire, bancaires, s'associent à des gens. Hmm. Moi-même, je suis associé avec une multitude de gens qui sont Hmm. plus débutants. Euh, Ma contribution, elle est modeste. Je donne deux, trois conseils, mais c'est aussi le fait de dire Hmm. rassurez-vous, j'ai vérifié l'opération. Parce que ça fait évidemment peur au système bancaire de prendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de Oui, il y traiter a ça aussi. cette Faut dynamique-là. convaincre, ouais. Hmm. Convaincre, et ça, c'est pas évident, et c'est pas juste en mettant j'ai suivi ça et j'ai fait de l'investissement locatif. Hein. Ça fait plus peur qu'autre chose. Je vais y revenir si tu me en donnes le temps. Ouais, ouais. Une des dernières choses qu'il faut écrire, à mon avis, sur un business plan, c'est dire vous rassurez-vous, j'ai déjà fait de l'investissement locatif. Hmm. Parce que c'est pas du tout la même dynamique, pas du tout la même recherche, et Hmm. même ça peut être effrayant. Ouais, peut-être je fais la parenthèse tout de suite. Pourquoi c'est effrayant?
Parce qu'il faut se mettre à la place du financeur. Le financeur, il dit quoi? Il dit, j'ai face à moi quelqu'un qui a l'habitude de faire du hold, je garde. Donc, je Mhm. garde et j'exploite. Peut-être même avec du cash flow positif. Donc, il a une habitude de travaux, il a une habitude de gestion et il a une habitude de long terme. Alors que le marchand doit être absolument obsédé par la revente avant même d'avoir acheté. Et le plus vite possible. Et le plus vite possible. Et en ayant résolu les éventuels problèmes d'urbanisme, etc. Donc, Mhm. il est dans une dynamique où il va être tenu dans un timing très serré, euh, tant au niveau juridique, urbanisme et autres, et revente, alors que l'investisseur locatif va se dire, c'est pas grave, parce que comme j'ai une très belle performance, à la limite, si je paye Mhm. d'argent 3 ou 4, comme c'est le prix à l'heure actuelle, si j'ai une performance à 10, caricature, je fais 6 de marge, D'ailleurs, allez, on sur n'a pas 10 dit, ans, mais le taux n'est pas le même, évidemment, sur ton ouais. prêt in fine que les 3 4 dont tu parles là, Non, actuel, sur oui, malheureusement non, Et, ce serait trop facile. et donc, Donc tu as on la aurait, pression aussi, la pression du coût, voilà. Et bien c'est combien, entendu, du coup, on est sur quel ordre de grandeur sur 2 ans alors souvent, alors c'est toujours des variables, évidemment, ils ne peuvent pas vous faire du taux fixe là-dessus, hein, c'est C'est une du dynamique de variable, ouais. marchand. Donc voilà, Mhm. et ça va être de l'Euribor 3 mois, donc effectivement, il y a encore quelques temps, il était bloqué à zéro, hein. Alors il descendait pas en négatif, mais il le gardait à zéro. Mhm. Là, 3,5, 4, demain, on verra. Mhm. Voilà, plus la marge réelle de la banque, qui, il y a encore quelques années, était plutôt de l'ordre de 2, 2,5, et qui aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 3. Sauf que 4 plus 3, ça fait 7, plus 1%, on va dire, de frais de gestion administrative, etc., on est à 8, plus, si je caricature, la problématique de l'hypothèque que souvent les gens oublient, puisque Qui a un la coût. garantie Mhm. de la banque, c'est qu'elle va prendre une hypothèque sur votre opération, la plupart du temps, en tout cas, Mhm. ou en tout cas sur quelque chose, une garantie réelle. Et ensuite, les frais de main levée d'hypothèque, hein, qu'on a aussi quand on est investisseur. Hein, comme une Oui, hypothèque, oui. bon, on les a aussi. Mais, sauf que là, Crédit c'est dans logement la ou mécanique. hypothèque. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Mais les crédits logement, nous, on l'aura pas, ça c'est sûr, Oui. en tant que marchand. Mhm. Donc, on reste sur de l'hypothèque. Donc, il y a des frais de levée de main d'hypothèque qu'il faut intégrer au modèle. Donc, ça veut dire que le 7 ou le 8 pourrait très vite se transformer plutôt en 8 ou en 9. Mhm. Donc, dans le modèle économique global d'un marchand, c'est pas très grave. Une fois qu'on l'a pris en compte, on l'a pris en compte, c'est tout. Mhm. Mhm. Ça en fait partie. Par contre, y aller avec des marges un peu bof-bof en se disant c'est pas grave, ça sera quand même un bon produit d'investissement locatif, c'est très effrayant pour un financeur parce que la dynamique mentale dans laquelle va être le Mhm. marchand ou l'apprenti marchand, c'est une dynamique d'investisseur qui n'a rien à voir avec une dynamique, pour le coup, de Et donc la marchand qui, lui, négociation aussi veut n'aura que rien ça à voir. sorte. Et le prix d'achat La aussi, enfin négo, tout en amont. Ouais. tout, Les tout, travaux, les tout. Ouais. timings, les travaux, la façon de préparer les travaux, En fait, c'est etc. l'un ou l'autre, on va dire. C'est l'un ou l'autre. Il y a pas, c'est soit on est dans une logique, ce que tu dis, soit on est Ouais, dans une logique de gestion, et ça n'a rien à voir dans les deux cas. non. C'est deux choses différentes, quoi. Et c'est deux choses différentes. C'est bien pour ça que d'ailleurs que tout à l'heure en propos introductif, j'expliquais comment j'ai été tombé dans la marmite. Je suis tombé dans la marmite parce qu'en fait, pour faire ça aux autres, on était bien obligé à un moment donné, nous, d'avoir la première dynamique, la dynamique du marchand, pour pouvoir mettre en zone de confort nos Mm. investisseurs. assez, Qui- assez différentes, même très différentes, qui peuvent effrayer les. C'est pour ça que je dis ne pas trop en faire des tartines sur le passé d'investisseurs locatifs dans les Mm. business plans me Mm. semble être une bonne idée, et plutôt travailler sur les formations qu'on a reçues, comment on a structuré son affaire, etc. Parce que c'est pas hyper rassurant. On se dit mince, il est dans cette idée. Euh, Si ça se vend pas, c'est pas grave, je le garderai et puis je pourrai le gérer. Sauf que nous, c'est surtout pas ça. Le stock est Mm. épouvantable, il coûte cher et Mm. il noircit notre société. C'est-à-dire qu'une société qui aurait mis en location, par exemple, quelques lots en se disant je les ai pas vendus, mais c'est pas grave, ils sont rentables en locatif, très bien. Sauf que dans la société, ils traînent. Le coup d'après, dans cette société, quand le financeur va venir auditer, il va dire mais pourquoi tu n'as pas Il va vendu ces regarder, trois ouais. lots-là? Mm. Et là, il va falloir expliquer, ah, je les ai pas vendus Mm. parce qu'ils n'étaient pas au bon prix, mais t'inquiète pas, finalement j'ai Mm. mis quelqu'un, il est en locatif. C'est très compliqué à expliquer Mm. ça. Mm. 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 Et donc c'est très mauvais. Voilà. Et donc voilà, les deux façons d'approcher. On peut parler d'investissement immobilier dans les deux cas. D'ailleurs, finalement, le marchand de biens, c'est Oui, une forme oui, d'investisseur malgré tout, hein, oui, oui, oui. qui prend un risque. Mais
mais mélanger les deux ou tenter de mélanger les deux est toujours un exercice qui est périlleux et qui est Ok. pas productif parce qu'on cherche pas les mêmes choses. Ok, alors pour finir sur le financement, parce que on a fait une parenthèse, mais du coup il y avait la Ouais. banque. Ensuite tu disais Donc les deux après, autres. les deux autres voies, ce sont tous les fonds d'investissement. Donc nous, on est au centre d'une nébuleuse de fonds d'investissement qui effectivement, quand c'est bien ficelé, je pense pas qu'on ait vraiment de grosses limites à pouvoir financer Mm, les opérations marchandes de biens aujourd'hui. mm, Euh, donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile finalement en ce moment de financer presque une opération marchande de biens bien ficelée, encore une fois, que mm, du l'invest classique, puisqu'on n'a pas l'histoire des 35% d'endettement. Enfin, tout ça mm, mm, n'existe pas chez nous, puisque par définition, c'est une prise de garantie sur une opération avec un projet et un business plan. Voilà. mm. Donc c'est pas voilà, c'est pas la personne et savoir combien elle gagne par mois, c'est pas du tout le sujet quoi. C'est un non-sujet. C'est une sorte d'investissement dans une entreprise, sauf que le délai c'est 24 mois, c'est pas 5 ans quand on C'est ça. investit, mais on investit sur un business plan, sur un projet, c'est un peu ça quoi, quelque part. Complètement. Et les schémas d'analyse qu'on a, nous, sur les projets qui nous sont présentés sont toujours ça. Si je mets une casquette fonds d'investissement, Mm, on regarde à peine, alors à peine, on se mm, renseigne quand même pour savoir si la personne n'est pas un délinquant notoire. mm. mais si c'est quelqu'un de normal, on va jamais aller lui demander ses feuilles de paie. Enfin, je veux dire, Mm, mm, ça n'a pas de sens, ça. On va pas demander les feuilles de paie, mm, parce que la garantie, elle n'est pas là-dessus. mm, Donc mm, on est bien sur une logique, effectivement, comme tu l'as dit, d'entrepreneuriat, c'est une entreprise. Et là, le coût est encore un peu supérieur à la banque, bien entendu. Donc, mm, soit c'est, allez, basiquement, en ce moment, on va être autour de 12% annuel, évidemment. mm, C'est à peu près ce que coûte un fonds d'investissement. Là encore, c'est d'où l'intérêt d'aller réduire les durées de détention des biens qui rentrent dans le système marchand. C'est vraiment très important d'être obsédé par la revente et la rapidité d'exécution, mm, notamment parce que le coût est fort. Par contre, on peut venir soit effectivement sur une intégralité de financement. Donc là, on vient de prendre une affaire en Guadeloupe, par exemple. Bon, ben, voilà, là, on sait que les banques traditionnelles n'iront jamais. Bon, ben, c'est mm, fond, il n'y a pas photo. Soit simplement en complément ou en apport sur les capitaux propres qui sont demandés. Si l'opération est à 500 000, que la banque dit OK, moi je veux bien vous suivre, mais mettez 150 000, on peut mm. venir dire ben, nous on va mettre 100 000 sur les 150 000 sur le fonds, donc plus cher évidemment, mais le reste on va être dans le processus normal. Donc soit c'est Ok. voilà, et ça ce sont des montages dont on est évidemment familier. Le tout également avec du crowdfunding. Euh, donc bon, je vais pas citer tous les crowdfunders qui gravitent autour du milieu marchand, mais nous on a des partenariats avec un certain nombre de crowdfunders Mm, qui analysent avec bienveillance les dossiers qui sont mm, prédigérés, qui sont amenés au sein de la Fédé. Et voilà. Et ensuite, le crowdfunding, ben, c'est encore peut-être un petit peu plus cher. ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que par contre, pour le coup, ça peut être extrêmement rapide dans le processus, c'est-à-dire que Mm, même s'il vous reste plus qu'un mois et demi de compromis, si c'est bien ficelé et que tout est prêt, ça peut dégainer mm, en un mois et demi, quoi. Pas mm. en 2 semaines. Ok. En 2 semaines, c'est dur quand même. Là, quand on Ok. voit les gens qui s'adressent à nous en disant au secours, j'ai une opération, on est à 2 semaines C'est pas. d'échéance, j'ai pas de sous. Bon, là, c'est compliqué. 2 semaines, c'est compliqué. Mais on peut aller très vite. Ça, c'est vrai. Ok. Ok. Non, mais c'est intéressant, intéressant. Et pour revenir un peu à la, comment dire, à l'activité et comment s'y prend, je pense que ça peut intéresser les gens. Est-ce que tu peux nous décrire, je sais pas moi, ton meilleur coup et puis peut-être qu'après on dira un coup vraiment mauvais pour essayer de comprendre un peu, tu vois, un cas qui se passe vraiment super bien ou qui est très rentable aussi. Hein. C'est pas forcément qui se passe bien d'ailleurs. Souvent quand c'est rentable, c'est que ça se passe pas souvent pas très bien justement. Donc voilà, est-ce que tu as un peu une anecdote du voilà ton meilleur coup, ton moins bon quoi, on va dire. Alors, ouais, c'est une sacrée question que tu me poses là. Ou Allez, celui que tu te souviens. je vais prendre Hmm. 3 coups. Je vais le faire en 3 coups. Je vais partir du pire. Le pire, il y a Ok. quelques années, on a acheté un hôtel. On s'est dit, c'est magnifique, on va pouvoir faire 20 appartements. La mairie a validé. Donc, on le transforme en habitat.
C'est Mhm. du classique en marchand de biens. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Mhm. Il y a des hôtels qui peuvent pas, pour des raisons de plans locaux d'urbanisme, être transformés D'ailleurs, en habitat. je te coupe, mais j'ai failli acheter un petit hôtel comme ça. Enfin, on avait regardé, et en fait, c'était pendant le Covid, parce que pendant le Covid, les hôtels c'était compliqué. Donc, il y avait des affaires à faire pendant la période du Covid. Clairement, ouais. Et depuis, c'est reparti, puis ils ont pris plus de Mais maintenant, c'est subventions, alors reparti. ils sont plus trop Mm. vendeurs. Mais bon, ça va revenir. De toute façon, les marchés, il y a un moment. Mm. En ce moment, ce qui est sympa, c'est les maisons avec les terrains détachés. Bon, ouais, voilà. Ou les immeubles effectivement de rapport avec déjà les compteurs où ça une entrée-sortie rapide, ça c'est les deux choses qui sont en ce Mm. moment relativement simples à faire. Mais toujours est-il que dans les hôtels, il y a quand même des marges assez importantes, notamment quand on transforme en habitat. Donc sur le plan d'affaires, on avait un demi-million de marge, voilà, à peu près. Donc une belle marge sur le plan d'affaires. Mm. Un petit détail près, c'est que marchand de biens, quand on commence à taper des 20 apparts, évidemment, on s'adresse à des professionnels et on avait un maître d'œuvre avec lequel on avait l'habitude de travailler qui se trouve être parti dans un autre groupe financier et il disait qu'il était devenu associé. Pour faire simple, en fait, c'était une crapule, la personne qui l'avait donc absorbé, voilà, qui ne l'a jamais vraiment associé, qui a absorbé le fonds de tous les marchands qui étaient sur des opérations. On parle de dizaines de millions d'euros à l'échelle Mm. française. Voilà. Et on s'est retrouvé avec un projet où on avait réitéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, les évaluations de travaux avaient été trop basses. Et ça, c'est un classique du genre. C'est-à-dire que quand on s'adresse au corps Mm. d'État ou à un maître d'œuvre, des fois, il a tendance à être un peu optimiste. Mhm. L'agent immobilier, à l'inverse, voudrait être un peu optimiste sur les valeurs de revente. Donc, on a deux partenaires clés qui sont tous les deux un peu optimistes. Mhm. Et quand le maître d'œuvre s'avère être une crapule et qu'il a absorbé les capitaux, ben, vous êtes obligé de revenir au réel. Et si tu veux, là, dans le cas présent, on a été obligé de revenir à un réel où les travaux, ben, ça dépassait 300 000, plus le fait qu'on avait déjà perdu 200 000 qu'on avait injecté chez lui à tort, Mhm. puisqu'on n'a jamais récupéré ça. Bon, évidemment, il y a eu procès, etc. Mais le gars a disparu de la nature. Enfin bref, de toute façon, ce type de scénario arrive parce qu'on est dans le domaine du professionnel. Et là, on est assez peu couvert, très peu Mhm. couvert. Et donc là, catastrophe, ça veut dire que plus de marge du tout, voire marge négative sur l'immeuble, qu'il a fallu finir parce que quand il a acheté quand même, il faut s'en Mhm. souvenir. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, ah bah désolé, on s'est Mhm. trompé, finalement les travaux c'est plus cher, On n'en pardon. veut plus, quoi. Mhm. Ça Forcément. marche pas. Hein. Il y a les acheteurs en face Non. qui C'est pas un souvent, vice comme nous, on... caché. Là, c'est une erreur de. voilà, Enfin, il y a voilà. eu quand même de la fraude, mais ça, c'est un autre sujet, on va Il dire. y a eu de la fraude, mais la fraude existe. La fraude, encore récemment, une des affaires sur les qu'on a financées, qui est un de nos membres, voilà, qui a pris un immeuble à Saint-Étienne où clairement l'agent immobilier avait fait des fausses reventes. Voilà, ça existe. Donc, Mhm. agent immobilier peu fiable, évidemment. Et donc, il avait signé des compromis de complaisance pour dire à tout l'écosystème, il n'y a pas de problème, regardez, ça se vend bien. Mhm. Donc, vous pouvez acheter en confiance. Mhm. Mais sauf que voilà, il s'agissait de comparses et non pas de vrais clients. Mhm. Donc voilà, donc ça existe. Mhm. C'est un milieu dans lequel il faut, sans devenir paranoïaque, être méfiant. Regarder les RC Pro des partenaires, regarder qui ils sont, Mhm. s'entourer d'agents immobiliers fiables. Voilà. Alors, heureusement, c'est une minorité les gens qui font. Mhm. Mais enfin, ça existe et on est sur des montants très Oui, mais rapidement on est sur des où projets de vie, quoi. Enfin, dans certains cas, des projets qui peuvent tout faire couler, quoi. Donc, ouais, voilà. c'est assez violent quand même. Hein. Et puis il faut se rappeler aussi que très souvent, un marchand de biens, pour alimenter tout le système, va aller se porter caution personnelle sur l'opération Mhm. elle-même. Hein. C'est-à-dire que Mhm. l'hypothèque suffit pas, il est souvent caution perso. Alors après, on Mhm. peut ouvrir le débat sur comment on fait pour aller chercher une caution perso. C'est compliqué dans la pratique, mais n'empêche que il y en a quand même écrit un bout de papier qui Mhm. dit que voilà, on est dans un cas de pro. C'est pas la même chose. Et Mhm. donc voilà, donc ça c'est l'histoire catastrophe. L'histoire médiane qui se passe bien, et ça je le souhaite à tout le monde, petite marge, donc petite marge 20%. On achète, dedans il y a des locataires, dès qu'ils payent pas trop, dès qu'ils payent, mais qui sont un peu âgés, etc. Et puis les appartements vides, et déjà des compteurs électriques. Ça c'est facile, vous créez la copro, là il n'y a rien, il n'y a même pas de demande d'urbanisme, puisque vous revendez les lots un par un. C'est juste du juridique au niveau de la copro, rien de plus simple. Là, on vend tout, pratiquement, et il restait effectivement les endroits squattés et ou loués, qui, ben, mais sans qu'on ait eu à intervenir, hein, c'est la nature qui a fait les choses, hein, se sont libérés.
Bilan des courses, ben c'est bon, on a tout vendu. Mais ça, c'était une de mes questions. C'est comme bah là, du coup, comme t'en parles, c'est quand tu as des problèmes avec du squat ou des locataires qui payent pas correctement leur loyer, etc. Comment c'est géré ça? Ben alors, En- la gestion, évidemment, il faut respecter toutes les procédures, envoyer un Hmm, huissier, faire constater hmm. que, etc., etc. Euh, je vais La être un peu discussion, non, direct, mais j'imagine. La discussion comment? avec les gens, non? Vous Exactement. discutez, faut Il discuter y a avec les gens, l'humain, j'imagine. il y a Ouais. l'humain et la discussion, Hmm. voire l'arrangement, Oui, oui, reloger ça vient. quelqu'un, Hmm. voilà, l'arrangement. Et tout doit être fait de concert, hein. Pour moi, il faut faire tout, c'est-à-dire le juridique, le vrai, l'arrangement, parce Tout que faire en nous même temps. sommes Ouais. des êtres humains, et puis aussi, des fois, ça va paraître bizarre, mais aussi compter aussi sur la mécanique naturelle. Dans l'exemple que je donnais, là où ça se passe plutôt bien, qu'est-ce qui se passe? Les travaux ils démarrent, les communs, il y a les artisans, c'est le bordel, etc., etc. Les squatteurs, il n'y a pas eu besoin de leur dire de partir. Hmm. Ils n'étaient pas très à l'aise dans un truc où on doit aller casser des Hmm. cloisons pour réouvrir. Enfin, voilà. Donc, je vais être un peu cynique peut-être, mais tant pis, je vais jusqu'au bout de ma logique. Un squatteur, il a squatté ici, il squattera ailleurs. Donc, Hmm. quand il est entre guillemets très dérangé par ce qui est en train de se passer ici et maintenant, voilà. Donc, ben, un beau jour, on a simplement fait constater que c'était libéré. Hmm. Donc, pas de problème. Alors après, il faut respecter là aussi, il faut constater par un huissier que, enfin bon, voilà, on va pas Hmm. le faire n'importe Hmm. comment, hein, parce qu'on s'apprête à revendre à quelqu'un. Maintenant, Hmm. dans un cas comme ça, voilà. Donc l'arrangement humain et la discussion, évidemment. Le fait d'enclencher les mécaniques sans trop se soucier de ça, évidemment aussi. Et puis la procédure juridique, évidemment aussi. Donc les trois menées de front, en général, ça donne plutôt quelque chose de positif. Quant à la négociation achat, évidemment, il faut là aussi l'intégrer dans le modèle économique. C'est-à-dire que quelque part, il faut se dire, oui, ben là, il y a 2 appartements squattés sur 8, combien ça vaut? Hmm. Combien vaudrait cet immeuble si c'était libéré et combien il vaut aujourd'hui avec cette problématique-là? C'est-à-dire que je vais être scotché, je vais faire un calcul un peu simpliste, mais Oui, bah ouais, parce que j'allais te poser la question. Du coup, comment tu fais? Tu euh, calcules une durée de squat, un c'est coût ça, c'est sur ça. le prix, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, si Hmm. l'appartement vaut, chacun des deux aurait pu valoir 100 000 de récupération de trésor. Donc les deux Hmm. valaient 200 000, ils sont squattés. Je Hmm. pars du principe que le squat pourrait durer 2 ans. Si Mhm. l'argent me coûte 10, c'est bête, mais du coup c'est 20. Donc Hmm. c'est 20% de 200 000, bah, Hmm. c'est moins 20 000. Voilà. Hmm. Hmm. Plus probablement un peu de frais de justice, d'avocat, d'huissier, Hmm. etc. Donc ça serait plutôt du 25 au 30. Hmm. Bah, on va simplement revenir à la négo en disant je suis désolé, mais c'est pas libéré, bah, Hmm. c'est moins 30 000. Et ça, bah, Ok. simplement dans la mécanique. Et ça, on peut le faire alors même qu'on est déjà en compromis. À la limite, s'il y a un engagement dans le compromis qui protège la libération des locaux et que même on peut rajouter une clause qui prévoit déjà d'avance Hmm. une Mhm. indemnité, voilà, donc une Hmm. baisse de prix hein, concrètement. Hmm. Une S'il indemnité, une libère baisse de pas. prix, c'est Hmm. tout à fait la même chose juridiquement, mais peu importe. En tout cas, si c'est pas Hmm. libéré, simplement après c'est une histoire de déclaration d'intention d'aliéné qu'il faut repurger parce que le prix pourrait être modifié. C'est l'affaire d'un mois de plus, parce qu'on n'est plus un mois près, et puis Hmm. c'est tout. Mais Et ça, on va c'est hyper acheter. intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça peut concerner n'importe qui. On n'est pas forcément obligé d'être marchand de biens. On veut faire un investissement, des problèmes avec le locataire. Et d'ailleurs, c'est souvent, moi, c'est mon meilleur placement, hein. C'est celui où j'ai acheté un bien où il y avait 2 locataires à problème. C'est Bah, malheureux, mais c'est les meilleurs investissements parce qu'en fait, c'est vendu moins cher, c'est négociable et exactement comme tu l'as dit, humains et ils sont partis naturellement et hum, avec des discussions et en fait les gens sont très honnêtes. La plupart des gens sont très honnêtes et très sympathiques. Voilà, la vie elle est pleine de surprises et les gens ne sont pas forcément dans le. Alors tu parlais du squat, moi c'était pas du squat, c'était des locataires qui qui avaient du mal payait à payer pas. ou voilà. Oui, ou qui avait Mais des ça s'est difficultés, ouais. arrangé, ça s'est réglé, même pas besoin de justice ou quoi. Et c'est vrai que le temps a fait les choses aussi. Et c'est là qu'on voit que voilà. Et je te rejoins complètement sur cet exemple quoi. Oui, parce que le locataire qui paye pas depuis déjà 6 mois, il sait qu'il va être attaqué et avoir des tas de problèmes. Si nous, marchands, on arrive en disant, bah, écoutez, on rachète, simplement le deal moral, c'est que vous partiez et on oubliera tout ce que vous avez fait jusque-là. Oui, bien sûr, il faut Bon, il faut il lâcher sur tout le repart, reste. il a un Ouais, bien nouveau sûr. plan,
bien c'est sûr, bon, bien sûr. voilà. Et bon, ben, l'ancien propriétaire a quand même récupéré des sous au final parce qu'il n'y a pas de problème, Mm, c'est vendu. Nous, on récupère quelque chose qui est purgé et qui est mm. nettoyé. Voilà. Et donc, des fois, on me dit, est-ce que tu prends des hommes de main, je sais pas comme n'importe quoi. Oui, comme Enfin, je dans veux le dire, film, tu vois, c'est pas, je sais plus, il y avait un film avec, je crois que c'est Duris, le film où ils envoient, ils arrivent avec des battes et c'est un peu le cliché, quoi. ouais, mais c'est la plupart du temps, il y a pas du tout besoin de Ouais, faire ça. je te Et la rejoins. simple discussion fonctionne. Et ce qui est assez amusant, c'est que le simple fait que ça change de main, des fois, est suffisant. Parce que le gars qui paye pas son loyer, des fois, c'est aussi parce qu'il était en opposition avec quelqu'un. Parce que Oui, 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 oui. ça arrive aussi, on va Mm. pas se mentir, il y a aussi des propriétaires vendeurs qui ont été peu respectueux Ouais, je suis d'accord, je suis de complètement d'accord avec locataires, ça. Tout avec à des fait, travaux qui n'ont pas été exécutés, avec des tout à choses fait. qui étaient quand même très border. Et donc, Mm. nous, on arrive, on dit, on va refaire. Mais le deal, c'est ça. Bah, le nouveau deal, il fonctionne. Hein. Et des fois, c'est des loyers trop chers, hein. Des fois, c'est des loyers trop chers. Aussi, Pourquoi ça peut être pratiquer des ça. loyers chers? C'est idiot de Ça peut être pratiquer des ça. loyers chers. Enfin, il y a plein de raisons qui font Ouais, que. exactement. Ou alors Et il donc, avait un problème avec un ballon d'eau chaude et le propriétaire a rien fait. Enfin, on peut prendre plein d'exemples comme ça. ah bah tout à fait. Hein. Et quand tu disais des gens sympathiques, pour la petite anecdote, alors après je passerai au troisième, mais ce truc du milieu qui va dire à sortir les 20% de marge, mais alors du début jusqu'à la fin avec une immobilisation financière en moins de 4 mois, bah, aucun problème, travaux et des communs inclus. Bah en fait, ils nous nettoyaient même les poubelles quand il y avait des problèmes, les squatteurs, enfin les gens qui Mm, payaient pas. mm, Parce que bah, ils voulaient pas non plus vivre dans les dépotoirs. Donc le temps que tout ça se mette en place, qu'il y ait discussion, en fait, c'était des gens tout à fait sympathiques qui ont même débarrassé les poubelles. Hein. mm, Bon, donc je pense qu'il faut s'affoler de rien quand on fait du marchand. Il faut juste se dire, bon voilà, il y a une situation, et donc cette situation a un prix, et elle aura un temps d'énergie mm, humaine, mm. technique, juridique, etc. À combien j'évalue ce prix et est-ce que le vendeur est OK avec ça? S'il est OK, il est J'aime OK. bien détailler ça parce que je crois que c'est la plus grosse peur, surtout des particuliers, même pour investir tout court, hein, pour investir dans l'immobilier physique, la peur de l'impayé, tu sais, ce que tu vois dans les médias, même si ça représente 1% ou je sais pas combien, très très peu de cas, c'est ce qui fait peur en fait. Hein, c'est ça, c'est l'impayé, le squat, etc. C'est ce qu'il y a dans la, comment dire, dans l'imaginaire, quoi. Absolument. Et puis le dernier cas, bah, le cas vraiment école plutôt formidable qui fait que ça fait oublier les mésaventures qu'on peut avoir. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. J'ai acheté un immeuble en plein centre d'une petite ville d'une vingtaine de milliers d'habitants, avec une complexité juridique pas possible derrière parce qu'il y avait des empiètements sur les copros d'à côté. Enfin bref, je passe les détails parce que c'était un vrai bordel. Bon, bah, on a travaillé le dossier, ça a duré 8 mois avant d'acheter, hein, c'est-à-dire qu'on était sous compromis, donc on n'a pas décaissé les fonds. On a tout bien fait, toute la copro, tout bien pour que ce soit clean au niveau juridique. J'avais prévu de faire plein de travaux avec plein de complexité. Voilà. Et puis, bah, au moment où tout ça a été détricoté, l'agent immobilier est venu me voir en me disant c'est bon, j'ai vendu. Mais c'est-à-dire, t'as vendu? Bah oui, parce qu'il y a un acheteur qui prend tout l'immeuble, il veut en faire un immeuble de rapport, et maintenant que tout est clean, il est OK. Ok. Du coup, on n'a pas planté un clou. On n'a Ouais, rien c'était le cas fait. qu'on On disait. a C'était resté, on a le revendu, cas où tu c'est revends fini. directement, une fois que tu as réglé le problème majeur, quoi. Ouais. Voilà, donc là, mais moi c'était presque perturbant parce qu'on s'est dit, mais là, pour le coup, alors il y a eu et moi quand même de discussions, de machin, Il y a d'AG quand même du avec les à travail, côté, ouais. il y a du travail en amont. Mais par contre, décaissement, encaissement, Il n'y a pas eu de risque financier, ouais. ah bah là, Mm, mm. ouais. Et il a acheté sans condition suspensive en plus, Ouais, comme quoi parfait. c'est Donc là, hyper intéressant. Mm. voilà, c'est très beau. Pas Ouais, ouais, toujours, ouais. hein. Non, mais je sais bien, je sais bien. Mais non, mais Sinon, ce serait trop beau. c'est bien d'avoir un peu des exemples comme ça concrets. Euh, Voilà, pour que ça parle aux gens, que voilà, c'est très varié. Je sais qu'après, alors on va pas y faire ici, mais je sais que moi, pour te connaître un petit peu, parce qu'on s'est parlé avant, il y a des anecdotes assez incroyables, hein, que tu nous as racontées. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de cas de figure, et c'est ce qui fait finalement l'utilité aussi du marchand de biens, quoi. Euh, Est-ce que là, c'est plus pour les gens qui veulent investir et tout, comme tu es investisseur aussi, et je sais que tu m'as parlé de certains coins qui peuvent être intéressants. Est-ce que tu as aujourd'hui des villes ou une découverte ou une ville où c'est intéressant d'investir en ce moment et tout ça? Je sais que tu es spécialiste d'une certaine zone, même si tu investis un peu partout. Voilà, est-ce que tu as des conseils à donner même à des investisseurs particuliers, hein, qui veulent faire du locatif?
Alors, pour faire du locatif, l'éternel problème, c'est est-ce qu'on veut dégager du cash flow, neutraliser son cash flow, ou est-ce qu'on est prêt à remettre au pot tous les mois? Ça, c'est un choix Euh, de chacun, ouais. Ouais. ouais, et alors ça, c'est quand même très compliqué parce que finalement, je dirais pas qu'il y a, enfin, je trouve qu'il n'y a pas une bonne solution. Il y a des solutions, et c'est difficile de savoir par avance ce qui peut se Mm. produire. Des secteurs qui étaient boudés comme Dijon, Avignon, qui étaient quand même des villes. On va pas se mentir, je suis désolé, je m'excuse par avance s'il y a des Dijonnais parmi les auditeurs, mais bon, ça faisait pas rêver quand même. Et donc, quand on voit le redressement de marché qu'il y a pu y avoir, les rénovations de centre-ville et Mm. autres, secteurs comme Rumi, là où on est en train de signer quelque chose, un immeuble de centre-ville, qui était vraiment pas flambant, mais qui a fait partie du projet Cœur de Ville dont tu as dû entendre parler, enfin la plupart Oui, des gens, tout le monde a entendu parler, oui. et qui est quand même au niveau de l'État une belle initiative, c'est-à-dire de dire bon, on va redynamiser des cœurs de ville qui, pour raisons Mm. diverses et variées, se sont dégradés, quoi, fortement Mm. dégradés. Bah ça c'est pas mal parce que en réalité on est encore sur des prix accessibles malgré tout Mhm. et on est sur des marchés donc là aussi on est quand même dans une crise immobilière en ce moment qui fait que je ne crois pas à une ascension fulgurante du marché dans les 2 prochaines années. Par contre il y a Mm. des petits îlots comme ça où bah, ma foi quand on voit la place si je prends Rumilly, Dijon ou Avignon, quand on voit ce qui a été refait en termes de structure etc., on voit bien qu'il s'est passé des choses et qui font Mm. que des Mm. quartiers qui étaient médiocres sont en train de devenir plutôt sympathiques. Mm. Donc en fait, je pense que là, je peux pas rentrer dans le détail, ce serait trop compliqué, mais ce qu'on essaye nous de voir essentiellement et basiquement, ce sont les flux démographiques. Est-ce que véritablement on va y avoir ou il y a déjà une sorte de pénurie de logement? Voilà. Euh, Là où ça construit pas tant que ça et où il y Mm. a un afflux de personnes, inévitablement il y aura pénurie. Donc les loyers Mm. vont se tenir, la sélectivité des locataires pourra être forte, Mhm. et ça c'est évident. On regarde quelles sont les infrastructures qui ont été mises en place et ce que les autorités ont mis en place pour redynamiser la zone. Voilà. Et là, ben, on se retrouve effectivement à étudier un peu de près est-ce qu'on est vraiment dans le bon projet cœur de ville ou au contraire c'est un truc d'apparat, oui non, et ça assez rapidement on s'en rend compte. Et puis ensuite, les structures autour et les effets de bord. Moi, ce que j'appelle moi les effets de bord, c'est-à-dire finalement des zones qui sont proches et qui se sont dynamisées très fortement, Mm. avec des zones qui se sont pas encore tout à fait dynamisées pour raison X ou Y. Et on sait bien que quand le voisin va mieux, même si aujourd'hui on va pas encore très très bien, petit à petit, le positif va rayonner sur Mm. la Mm. zone. Mm. Ça vaut dans les deux sens malheureusement. Quand à l'inverse ça va de moins en moins Mm. bien, malheureusement le négatif rayonne lui aussi. Ouais, Voilà, ouais. donc on essaye de voir ces rayonnements-là. Une fois qu'on a ces données de base, je dirais que tout marché est bon au bon prix, quoi. Ouais, c'est toujours pareil, ouais. Mais c'est pour ça que la négociation au départ, c'est pour ça que je te posais un peu toutes ces questions parce que toi, tu es dans enfin, un marchand de biens est dans la négociation perpétuelle. Il pense qu'à ça. Et donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des particuliers qui veulent investir, surtout les débutants. Et parce que voilà, alors, sauf que peut-être que maintenant d'ailleurs, il y a plus de marge de négociation qu'avant, parce que surtout avec les DPE, les travaux, tout ça, et les prix, mais les crédits. Mais c'est vrai que c'est pas un réflexe naturel quand on débute dans l'immobilier. Et du coup, c'était ma question d'après, c'est parce que je sais que tu œuvres aussi pour les jeunes, un peu quand même. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'activité de marchand de biens? Comment s'y prendre? Alors déjà, ne pas y aller la fleur au fusil en se disant tout va aller bien. Euh, Dresser des scénarios du pire, toujours. Être un peu parano. Et puis pour les Mhm. jeunes, ben, nous on s'est adossé, moi j'interviens également dans un centre qui s'appelle INFIM, INFIM, qui fait du BTS bachelor vraiment orienté sur ces activités-là, ce domaine-là, investissement, marchand de biens. Hein. Et là-dedans, bah, quelque part, les jeunes qui rentrent là-dedans, il faut qu'ils se mettent en position, alors pour tous ceux qui ont vu la guerre des étoiles, en position de Padawan, parce qu'ils ne sont pas encore Jedi et qu'il y aura des choses qui vont rater.
Et Maître Yoda dirait, voilà, quoi, qu'à un moment donné, la force, elle peut être du côté clair ou du côté obscur. Et honnêtement, suivre un marchand expérimenté, s'associer avec lui, prendre le temps de faire une affaire ou deux, même en tant que minoritaire, même en tant que simple exécutant suivi Pour comprendre la de mécanique. dossiers. Ouais. Exactement. Pour vraiment comprendre la mécanique, c'est la clé de l'évitement de l'erreur qu'on a pu tous connaître, qui est d'aller un peu trop vite et un peu trop fort, notamment quand on gagne de l'argent. Et c'est d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais sur les 3 opérations, une formidable, une, on va dire, Oui, moyenne, parce qu'on se dit c'est puisque c'est parti, normal, une c'est parti, catastrophique. La on risque plus catastrophique, rien, on est à fond ouais, et c'est là qu'on fait l'erreur, quoi. c'est exactement ça. La catastrophique, elle est arrivée en 2013-2014, à un moment donné où les sociétés marchandes qu'on avait crachaient 200 000 balles de bénéfices nets par an, sans qu'on y mette presque un pied, en plus de nos rétributions. Donc, on s'est dit, waouh, on est vachement fort. Et on a commis l'irréparable, hein. C'est-à-dire parce qu'une fois qu'on s'est engagé dans cette affaire-là, on n'a pas pu s'en sortir. Donc, en fait, le problème, c'est vraiment ça. C'est de se dire, ne pas taper non plus trop bas. Parce qu'en fait, taper trop bas, aller acheter un lot pour y faire du home staging et essayer de faire une plus-value là-dessus, c'est énormément d'énergie. Ça n'apprend pas l'expérience marchand parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment du juridique, de la découpe, des problématiques de résolution de copropriété, etc. On est là-dedans et c'est là où est la valeur marchand. Sur le coup de blanc, en général, la valeur est trop faible et le jeu en vaut pas la chandelle, très clairement, c'est épuisant et ça, franchement, c'est pas, je trouve que le jeu en vaut pas la chandelle, en tout cas, personnellement. Donc ça apprend pas vraiment le vrai marchand. Par contre, accompagner un marchand, quand je disais BTS, là, on aura le bilan en septembre. Les BTS qui vont rentrer à l'INSIM, je pense que la moyenne d'âge va être à 26 ou 27 ans. Hein. C'est pas des gamins qui sortent en fait du bac pour la plupart. Ce sont des jeunes, mais qui sont partis, on en a un, STAPS, on en a un, voilà, qui ont eu un schéma d'études, de vie. Puis à un moment donné, ben, ils se disent, tiens, je changerais bien d'activité, je voudrais un truc quand même qui financièrement, et puis même en termes de gestion de projet de vie, soit sympa. Et j'ai pas envie de gagner 1500 ou 2000 balles par mois, ça m'intéresse pas. D'accord, mais il accepte de revenir finalement Padawan, voilà, et il prétend pas être Jedi. Et ben, il va faire le dégrossissage, l'affaire, le pilotage, aller vérifier que le géomètre soit intervenu, aller vérifier que les bennes, je sais pas si tu as vu C'est vachement mon bien. mon post du jour sur LinkedIn. Oui, j'ai vu le truc détruit. Voilà. Ben, par exemple là, tu vois typiquement, la benne, elle est pleine. Ça a l'air con, mais une benne qui est pleine, ça veut dire qu'il faut la remplacer. On a 2 semaines de délai, donc on perd 2 semaines sur le chantier. Donc voilà, donc ça typiquement, bah si quand, parce que là, normalement je sais déjà quel jeune sera affecté à ça, bah, un jeune qui sera un BTS qui accompagnerait mes opérations, bah je mets là-dessus, c'est-à-dire qu'il regarde si la benne elle est pleine, pas pleine, il y va, il C'est dit vachement bien. attention, etc. Et ça, il faut apprendre à le faire calmement et pas Il y a qu'avec pas par faire tête l'expérience. baissée. Ouais, et puis qu'avec l'expérience, c'est comme, c'est toujours pareil, le premier, quand on veut se lancer en investissement immobilier, le premier, c'est le plus dur. Mais une fois qu'on l'a fait, après, tout est beaucoup plus simple parce qu'on a vu, on a fait. Du coup, je me dis même, ce que tu viens de décrire, cette formation à la marchand de biens, c'est peut-être ça qu'il faut faire avant d'investir dans l'immobilier. Parce qu'une fois que tu as vu ça, eh ben, au moins, là, t'as tout compris, tu vois. Bah, Donc, en tout cas, dans ce sens-là, c'est plus facile que dans l'autre. Parce qu'une fois oui. qu'on sait faire ça, investir, oui, ça devient pas facile parce que c'est toujours tout immobilier Non, mais on a les bons est. réflexes. On a Oui, les bons on va réflexes, voir on les a les bons. trucs. On va voir les trucs. On va Voilà. pas commencer à dire, ah, tiens, cet appartement, je peux le rénover pour 20 000 euros, alors que de toute évidence, il faudra 80 000. Et ça, c'est parce que voilà, parce qu'on va péter des cloisons, parce que quand on tire la ficelle d'un faux plafond, bah oui, il y a la laine de verre entre les étages, elle tombe. Eh ben c'est con, mais ça veut dire qu'il faut remettre toute la laine de verre. Ben là, je suis dans hyper concret, mais c'est quand même ça. Oui, Et mais à un c'est ça moment finalement. donné, Ouais. au début, on rêve, c'est-à-dire qu'on se dit, attends, je vais me débrouiller avec mes copains, on va faire ça le week-end. Ben non, et bien sûr que non. Et il faut bien penser que l'énergie qu'on a mis le week-end avec ses copains ou en famille à essayer de se retaper le truc, c'est pas l'énergie qu'on passe à trouver l'affaire future, l'affaire d'investisseur, l'affaire qui rapporte du rendement, etc., etc. Donc ça veut dire qu'à quelque part, on vient de créer sa propre limite, qui est la limite temporelle de l'être humain. Parce qu'on n'a pas créé un modèle, on a créé une limite.
Et donc, on va le faire une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, ça finit comme certains investisseurs qui, à table, à Noël, racontent à tout le monde que c'est nul et que finalement, ils passent leur vie à faire un truc nul et qu'ils ont plein d'impayés et que ceci et que cela. Mais oui, mais ils n'ont pas suivi le protocole dès le début. Mm. Donc, comme ils sont partis tête baissée, évidemment, ils ont récupéré des patates et aujourd'hui, ils ne font plus que la gestion de patates. Très bien. Et ça leur occupe Mm. la bande passante. Alors que si on staff et si on a des protocoles, des checklists, des logiques, et voilà, nous, nos BTS, honnêtement, pourquoi on est aussi parti sur le BTS avec l'INSIM, un partenariat, BTS en alternance, d'abord, c'est-à-dire que le jeune est découvert juridiquement. Ça veut dire qu'il est payé parce qu'il est en alternance, il ne paye pas ses études, il est payé pour venir. Alors, il est mal payé, d'accord, mais il est payé. Bon, voilà. Et il fait ses armes avec un marchand qui, lui, est un marchand expérimenté. Mm. Et Mm. après, soit il s'associe avec le marchand, et c'est génial. Moi, je Mm. me réassocie avec un de mes anciens alternants de 2008, là, en ce moment sur une affaire. Donc, Bah, de toute et je trouve façon, pour ça avoir des fonds, formidable. c'est compliqué au début. Pour avoir des fonds, Bah c'est pas oui. donné à tout le monde et voilà. Donc voilà, donc il Mm. s'associe. Soit effectivement il arrive pour raison X ou Y à être totalement indépendant, auquel cas moi je trouve y compris sur les marchands. Enfin moi quand j'apprends qu'un alternant, un ancien alternant qui a bossé avec nous a fait une opération, mais je suis content pour lui vraiment sincèrement. Mm. Mm. Et je pense Mm. que le marchand n'est pas le vilain avide d'argent et de Oui, ce que j'allais dire, pouvoir. je l'ai pas mentionné ça au début. Euh, Ça a quand même une mauvaise image, de marchand, tu vois, marchandé, tu vois. On a cette image de, ah, euh, terrible, voilà. Mais terrible. voilà, bon, Ben, au moins cet on, entretien, il aura mérite de remettre aussi des choses au clair et de réexpliquer les choses aux gens, quoi. Voilà. Alors certains s'appellent promoteurs rénovateurs, d'autres s'appellent Oui. voilà, donc tout le monde s'appelle comme on veut, sauf que sur le code NAF, il y a écrit marchand de biens. Voilà. Ouais, ouais, Et ouais. donc nous on a fait le choix de l'assumer. C'est pour ça que vous voyez souvent passer sur mes réseaux sociaux hashtag fier d'être marchand parce que merde Mm. à la fin quoi. Mm. On est marchand mais on n'est pas marchand pour. Je veux dire on reproche rien à l'épicier quand il est content de vendre son steak un petit peu plus cher que chez Carrefour et que c'est sympa Mm. que ça fait une vie de village etc. Donc lui on lui Mm. dit rien. Alors pourquoi on dit quelque chose au marchand? Non le marchand est un Ah, marchand. parce que les gens, c'est un métier qui est mal connu, mal compris, pas forcément simple aussi à comprendre. Donc voilà, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et du coup, comme on a été très long, est-ce que je finis toujours un peu par une question qui est parce que le podcast s'appelle Le Plongeoir, quel a été un peu ton plus gros plongeon dans la vie, on va dire, ton plus gros prise de risque? Puis toi, en plus, tu vas pouvoir chercher des trucs, voilà, ou ta plus grosse prise de risque, ou ta plus grosse peur, ou voilà, je sais pas, dans ta longue Euh, carrière. Alors, la plus grosse prise de risque, alors je vais parler de la France, parce qu'après les étrangers c'était encore autre chose, mais en France, je pense que la plus grosse prise de risque, c'est celle que j'ai pas conscientisée, l'affaire dont je parlais tout à l'heure. Elle n'a pas eu lieu au début, elle a eu lieu quand on a commencé à vraiment gagner de l'argent. Parce qu'on a complètement décroché sur la réalité des actes de cautionnement, des choses qu'on était en train de faire. Et notamment les actes de cautionnement qu'on avait signés à l'époque, nos auditeurs peut-être me croiront pas, mais c'est pas grave, peu importe, je le dis, je vous jure, c'est la vérité. J'avais oublié que je les avais signés. C'est-à-dire qu'on était dans un tel marasme à ce moment-là financier, après avoir gagné des millions, et de se retrouver dans une situation où on n'avait plus de trésor, etc., que j'ai signé pour avoir les rallonges budgétaires, des actes de cautionnement à titre personnel, qui, si je fais le parallèle avec un job de prof, équivalait à 1,5 fois mon salaire de prof complet de toute ma vie. Hmm. Et ça, c'est le syndrome du motard. C'est-à-dire, c'est rare qu'un motard Hmm. débutant se tue. C'est rare Hmm. aussi qu'un vieux briscard se tue. Fais attention, il en a déjà pris une ou deux. C'est quand on commence à prendre l'habitude. Ouais. Ouais, ça va bien. Ça va Les accidents, d'ailleurs, c'est bien. souvent ça. Ouais. Hmm. Et voilà. Et on retrouve ça chez les pilotes également. Je suis Hmm. pilote aussi avion. C'est Hmm. assez, voilà. L'ultra débutant, il ne se fait jamais très mal. L'expérimenté, il est très expérimenté. Celui du milieu, Hmm. Hmm. attention. Hmm. Et c'est ce moment de confiance qui conduit à la plus grosse prise de risque. Voilà. Et la Ok. confiance n'exclut pas le contrôle. Jamais. Ok, bah écoute, merci Eric. On a essayé de pas être trop, parce que c'est un sujet qui peut vite devenir compliqué. On a essayé d'être quand même assez simple, enfin, j'espère quand même, pour que les gens comprennent bien le métier de marchand de biens.
Merci à toi d'avoir accepté le meeting. Alors, les gens peuvent te retrouver, tu es pas mal sur LinkedIn, j'ai vu, Ouais. et tu as une association, en fait, et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que les marchands de biens se travaillent souvent un peu seuls. Et Mm. toi, en fait, tu as monté une association de marchands de biens. C'est difficile de trouver des associations de marchands de biens. C'est un peu, on se tire un peu j'ai l'impression, dans ce métier-là. Et donc, toi, tu as fait une association où tu les réunis et tu fais des réunions régulières et Ouais. des séminaires réguliers entre marchands de biens pour discuter de toutes les problématiques inhérentes à cette activité. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et donc, cette école que tu as mentionnée aussi, pour ceux qui voudraient apprendre ce métier. Absolument. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Salut.